Donc quand nous méditons, nous devons méditer par le cœur et pas par le mental. Donc les schémas, ce sont des concepts. Ces concepts, arrivé à un moment, vont apporter des fruits. Comme un architecte qui va concevoir une maison, donc c'est un schéma, il va réaliser le schéma et il va construire cette maison. Toutes les situations qui arrivent vers nous viennent de tous ces schémas intérieurs chez nous. Quelqu'un qui a toujours peur rencontrera des situations qui font peur. C'est-à-dire, quand je comprends la logique, il faut se dire, est-ce que c'est mon ego qui comprend ou est-ce que c'est la vraie compréhension? La pratique, c'est pas changer le monde extérieur, c'est se changer intérieurement. Changer intérieurement pour retrouver un bol qui est propre. Parmi vous, il y a des personnes, ça fait longtemps qu'elles méditent, d'autres personnes un peu moins, peut-être ceux qui viennent de débuter ou ceux qui n'ont jamais médité. Donc il y a beaucoup de niveaux ici dans le groupe. Souvent quand nous méditons, voilà, on est dans une posture où on a l'impression de bien se sentir, que les choses se posent. Il y a le silence. On se dit, est-ce que c'est les autres qui méditent trop bien ou est-ce que c'est moi qui médite trop bien? Enfin, on ne sait pas. Parce que quand tout est calme, on peut nous se dire, est-ce que c'est l'environnement? Je m'imprègne de l'énergie de l'environnement. Donc moi aussi je suis calme. Ou est-ce que c'est moi qui dégage ce calme et les autres prennent mon énergie et puis se calment aussi. Et on pourrait voir comme ça aussi lorsque nous méditons. Et voir aussi si on progresse ou non. Quels sont les signes qui pourraient montrer qu'on progresse dans la pratique? Parce que si vous méditez pendant 10 ans et qu'il n'y a aucun signe, là on pourrait se poser des questions sur notre méditation. Et parce que les signes sont pas n'importe comment. On pourrait dire je médite là, tout est bien. C'est la première fois que je médite et je suis bien. Ça veut dire que la méditation c'est mon ami. Oui. Ou bien je médite bien, c'est en accord avec moi, donc je vais continuer à méditer. Quand vous méditez et que vous êtes agité, il y a trop de choses là qui se déroulent, on pourrait dire aussi la méditation c'est pas pour moi parce que j'arrive pas à arrêter ce qui se passe là. Oui. Donc on peut tomber sur des jours, sur des conditions, sur des moments, même des lieux où on médite et puis ça va pas comme on voudrait. Est-ce que ça, c'est un point de départ pour dire « j'ai pas progressé » ou quand vous méditez toujours dans la nature, vous sortez bien, et quand vous méditez dans un métro, c'est pas la même chose. Donc, la question c'est, voilà, il faudrait de temps en temps se poser, quand on médite, chez nous, régulièrement, ou pas régulièrement, et on se pose la question, est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je m'énerve moins? Et pour les mêmes situations, les mêmes personnes que je rencontre,
les personnes qui ne m'aiment pas, et moi non plus, je ne les aime pas. Est-ce que j'ai le même schéma intérieur? N'oubliez pas que la méditation, c'est pas revenir vers quelque chose qui soit posé dans l'environnement autour de nous. Mais la méditation, c'est voir que face au même schéma, aux mêmes situations, eh bien, j'ai plus le même comportement. J'ai plus la même attitude. Avant, j'étais stressé. Avant, j'étais rapidement énervé. Et maintenant, il n'y a rien qui se passe, mais c'est toujours la même situation. Ben, je suis moins énervé. Et donc c'est comme ça aussi qu'on a cette prise de conscience sur nous et dire, eh ben moi j'ai changé. Quand on médite, c'est pour se changer et pas pour changer les autres, ni changer notre environnement. Bien sûr que l'environnement va s'imprégner de notre changement, mais c'est pas important ça. Ce ne sont pas des signes. Et quand vous méditez chez vous et que vous avez beaucoup d'agitation, et maintenant que vous avez changé dans l'environnement en décorant chez vous de bambou, de musique classique, et vous méditez dans cet environnement, vous allez peut-être vous dire, j'ai changé, regardez maintenant je peux méditer, je suis calme maintenant. Non, vous n'avez rien changé, c'est l'environnement qui a changé, mais pas vous. Il faut faire attention à ça, parce que la méditation, elle est très précise. Elle n'est pas tournée dans le sens que nous, on voudrait la tourner. Et donc, quand nous méditons, il faut aussi voir comment nous progressons. Et pour voir, il ne faut pas voir ce que l'environnement nous apporte, mais ce que nous, intérieurement, ce qu'on apporte aujourd'hui face à ce qui nous entoure. Et ça donnera vraiment du sens à notre pratique méditative, qui n'est pas une pratique temporaire dans notre vie, dans le sens où j'ai une souffrance là, aujourd'hui, dans cette période de ma vie. On m'a donné l'opportunité de méditer pour que je puisse traverser cette souffrance. Et quand j'aurai traversé cette souffrance, j'arrête de méditer. Et on peut avoir ce sens aussi quand nous méditons. Mais ça, c'est pas de la méditation. Parce qu'on a emprunté la méditation. Sans savoir que la méditation, on ne l'emprunte pas parce qu'elle est déjà en nous. Elle est toujours là, présente avec nous. Donc, il faut faire attention quand nous méditons. Et sur nos choix aussi. Quand les choix d'objets méditatifs, ça aussi, il faut voir clairement sous quel angle, sous quelle forme ces objets méditatifs peuvent nous aider à retrouver cette conscience. Mais pas à s'attacher au support de méditation. Donc, la première des choses qu'on apprend dans la pratique, le premier niveau, c'est le lâcher-prise. C'est pour ça que tout ce qui arrive, on apprend à laisser partir. Tout. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour tout le monde de tout lâcher. Mais en tout cas, pour le chemin de l'éveil, pour le chemin de la sagesse,
C'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Et ce n'est pas un outil de bien-être, ce n'est pas un outil de société, ce n'est pas un phénomène de vie, c'est un outil de l'éveil. Le calme mental est retrouvé lorsque nous aurons tout lâché. Ça ne veut pas dire être libre et être nu de toute chose. Tout lâcher, ça veut dire que les choses arrivent, on ne saisit plus. Donc on continue à avancer, à vivre normalement. Nous sommes ni indifférents, ni aveugles, parce que nous avons toujours nos consciences ouvertes pour accueillir tout ce qui nous arrive. Donc la vie se déroule et continue à se dérouler, parce qu'il n'y a pas de blocage. La rivière peut être agitée, mais elle continuera à circuler. Donc la méditation, c'est cette forme-là, cette image-là qu'on a de cette pratique que le Bouddha, que les grands maîtres ont pu transmettre à leurs élèves, à leurs disciples, toujours sur la voie de l'éveil. Donc on va reprendre la posture. Et on va prendre juste un objet méditatif qui est notre respiration. On va être attentif sur notre respiration, c'est-à-dire être attentif à la conscience lorsqu'elle quitte notre respiration. L'attention se pose à ce moment-là pour qu'on puisse faire revenir la conscience sur notre respiration. D'accord ? Donc prenez quelques instants pour reprendre la posture. De temps en temps, surveillez votre posture, la colonne vertébrale, les épaules, la tête, les yeux, la respiration, les mains. Donc de temps en temps, revenez sur la posture pour réajuster s'il le faut. Et quand vous voyez que tout est OK, vous revenez sur la respiration. Ça va, pas trop dur. Est-ce qu'il y en a qui voient que c'est compliqué de méditer? Oui. Vous parliez tout à l'heure de calme. Bon, ça n'existe pas, le calme. Il y a toujours un petit bruit, quelque chose. Et pour moi, ça m'est difficile vraiment de faire abstraction. Quand je parlais de calme, c'est le calme intérieur, pas extérieur. Le calme extérieur n'existe pas. Donc, après, comment on définit le calme? Le calme, ça veut dire sans bruit, c'est-à-dire le silence. D'ailleurs, quand on parle de silence, les gens, des fois, vont dans des
des centres de retraite, des monastères où on pratique le silence. Des fois, on a ces lieux où on pratique le silence. Dans le bouddhisme, le silence, c'est pas l'extérieur. On ne fuit pas le bruit pour aller vers le silence extérieur. Dans la pratique du bouddhisme, on parle de calme intérieur, pas de silence intérieur. Le silence, c'est un concept qui est à l'opposé du bruit. Et nous, on vit dans ces deux états opposés. Il y a des états qui sont agréables pour nous et des états qui sont désagréables pour nous, qui ne sont pas du tout agréables. Et notre posture, on veut retrouver, on va dire, le calme, le silence intérieur. Et donc pour nous, c'est important de voir que grâce au silence extérieur, on retrouvera le calme intérieur. Pour nous, c'est ça le sens qu'on se donne. Mais dans la pratique méditative, c'est pas du tout comme ça qu'on doit voir les choses. Dans la pratique méditative, c'est l'extérieur, il y aura toujours du mouvement. Je ne pourrais pas dire à un arbre d'arrêter de bouger parce qu'il y a du vent. Je ne pourrais pas. Je pourrais simplement dire, je vais être tolérant. Au niveau de mon audition, je vais accorder ma conscience auditive au bruit de cet arbre. Je vais m'accorder. Ça veut dire tout simplement que je m'adapte au bruit, que je m'adapte à mon environnement. Mais ce n'est pas parce que je m'adapte à mon environnement que je copie mon environnement. Et on a souvent cette image-là de faire du CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, voilà, CTRL-C, CTRL-V. On a cette image-là. C'est parce qu'on vit dans une copie du monde, d'une copie des autres et d'une copie de leur état. Ah, il est toujours souriant, donc je devrais être comme lui. Il est toujours bien, donc je devrais aussi être comme lui. Mais je ne sais pas comment je suis pour savoir ou pour me dire que je vais pouvoir être comme lui. Vous voyez ? Et c'est ça qui peut être bloquant à un moment donné pour nous. Méditer, c'est pour apprendre à s'adapter à notre environnement. C'est parce qu'on s'adapte que les choses peuvent s'accorder. Et quand les choses s'accordent, eh bien, on n'est pas frustré, on n'est pas irrité par ce qui se passe. Et ça donnera vraiment du sens à notre vie. Si quelqu'un vit et n'est ni irrité, ni froissé, ni quoi que ce soit face aux situations qu'il rencontre, eh bien, la vie, elle est magnifique. Et c'est ça qu'on apprend dans la méditation, c'est laisser les choses arriver. Il n'y a que notre mental qui dit « cette chose-là, je ne l'aime pas. Et cette personne-là, je ne sais pas, je ne la sens pas. Ce plat, vu comment il est fait, et en plus par cette personne, je crois qu'il y a une mauvaise énergie qui est rentrée dedans. » Vous voyez, il n'y a que ce mental qui va nous parler et qui va nous raisonner. Nous, la raison, c'est le mental. Donc quand nous méditons, nous devons méditer par le cœur et pas par le mental. Parce que quand nous méditons par le mental, c'est là où les choses vont dire c'est d'accord, c'est pas d'accord. Et j'accepte pas. Oui. Si on doit méditer par le cœur, comme vous dites là, oui. Est-ce que la posture est importante? Non, il n'y a rien qui est obligatoire. Il n'y a rien qui est obligatoire. Si on n'a pas la souplesse, si on n'est pas habitué, des gens qui peuvent méditer le dos droit, colonne vertébrale, dans ce sens-là, comme on n'a pas l'habitude, en fait on a plus l'habitude comme ça. Ah, c'est confortable, c'est la paresse, en fait, entre guillemets.
Quand nous sommes paresseux, on est là, avachi, dans notre lit, sous la couette. On ne veut pas se lever. On est trop bien. Le trop bien, il faut voir ce que ça veut dire. Le trop bien, parfois, c'est trop, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'il faut voir notre posture. Est-ce que c'est en accord avec une utilité? Est-ce que c'est utile dans cette posture-là pour nous? Ou est-ce que c'est utile que pour notre ego? Et puis ça s'arrête là. C'est-à-dire que l'utilité est limitée. Est-ce que c'est utile pour les autres? Si vous dites « je dois me lever », levez-vous. Pourquoi vous allez vous dire encore 5 minutes? Oui, vous voyez. Donc, je pense que la posture, elle n'est pas vraiment importante, mais on doit apprendre à assouplir notre intérieur et pas rigidifier notre intérieur. Assouplir. C'est-à-dire, le mental, lui, il va dire ceci, il va dire cela. Si on le suit, voilà, on va faire du copier-coller avec ce qu'il va nous dire. Si on ne le suit pas, on va dire « ouais, tu me dis ça, mais je regarde si c'est utile pour moi. Je regarde si ça m'aide à m'assouplir ou non. » Et si vous voyez que le mental, il dit ça, vous dites « pour une fois, je n'ai pas t'écouté. » Alors, qu'est-ce qui oserait le dire? Je n'ai pas écouté mon mental. C'est compliqué. Mais essayez, vous verrez. Des fois, le mental, lui, il est aussi lié à des émotions. Il y a des émotions qui se déclenchent, et les émotions vont tirer un schéma dans cette corbeille, attaque-le, frappe-le. Mais si vous, votre conscience, vous, c'est la conscience. Si la conscience voit, c'est pas bon. Si la conscience, elle voit et elle dit, c'est pas bon du tout de faire souffrir les autres. Et je me raisonne à ce moment-là parce que je ne veux pas souffrir. C'est pour ça que je ne veux pas souffrir les autres, faire souffrir les autres. Si je me raisonnais comme ça, là, je ne vais pas agir. Mais si je veux vraiment agir, parce que c'est plus fort que moi, des fois, l'émotion est plus forte. Vous voyez, vous construisez un robot et il est plus fort que vous. C'est presque ça. Eh bien, si vous voyez que c'est plus fort que vous, eh bien, vous allez dire aux autres que ça va exploser. Que vous allez faire du mal à la personne. Dites-le. Criez. Pour que la personne puisse dire « il va me faire du mal, je m'enfuis ». Au moins, vous allez laisser votre émotion vous diriger. Pas de chance, la personne n'est plus là. Je pense qu'on a plusieurs manières de fonctionner. Mais ce qui est important, c'est vraiment donner de la souplesse. Donner de la souplesse à soi, c'est apprendre à s'adapter aux autres. Donc, dans la posture, c'est pareil. Si vous voyez que cette posture est compliquée à un moment donné, reprenez la posture habituelle que vous avez. Et quand vous êtes bien, vous reprenez la posture. Vous voyez, vous changez. En fait, c'est comme on dit, un truc en plastique, en caoutchouc. Des fois, c'est trop dur, on va faire quelques petits mouvements. On assouplit un petit peu la matière, la résistance. Et après, à un moment donné, on peut tordre. Petit à petit. Donc, nous, on est construit comme ça aussi. C'est pour ça que quand il y a trop de rigidité ici, c'est-à-dire les tensions rigidifient notre intérieur. Et les tensions s'activent, c'est parce que nous fermons un accord. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un désaccord, on ferme. Et quand on ferme, les énergies disent « mais moi je veux partir ». Et comme je n'ai pas de porte de sortie, il y a la tension qui arrive. Mais ça, c'est juste un désaccord.
Et si vous vivez toujours en accord avec ce qui se passe, c'est-à-dire la souplesse, l'adaptation, eh ben vous verrez le bruit, les personnes, les situations que vous allez rencontrer vont vous traverser. Hein, et vous n'allez pas éviter. Et la vie, elle est comme ça. On ne devrait pas éviter. La vie, elle vous montre certaines situations. Si vous évitez, vous pensez que la situation va disparaître. Elle disparaît à ce moment-là, mais intérieurement, votre schéma n'a pas disparu. Donc les schémas, ce sont des concepts. Ces concepts, arrivé à un moment, vont apporter des fruits. Comme un architecte qui va concevoir une maison, donc c'est un schéma, il va réaliser le schéma et il va construire cette maison. Mais évidemment, il faut des conditions pour construire la maison. Il faut des corps de métier, il faut des matériaux. Mais comme vous êtes votre propre architecte, votre propre réalisateur, c'est-à-dire vous construisez les choses, et votre propre acteur. Donc vous allez jouer dans ce que vous aurez réalisé. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas accuser les autres architectes. On ne pourrait pas dire aux autres, là, tu as détruit ma maison. Vous avez construit votre maison à côté de cette maison. C'est normal, si l'autre architecte est quelqu'un de méchant, c'est normal qu'il va venir à un moment donné, il sera jaloux, il va détruire. Mais nous, on a quand même décidé de construire une maison plus belle que les autres. Et de construire une maison, surtout. Si on ne construisait pas de maison, les autres architectes ne peuvent pas détruire notre maison, il n'y en a pas. Vous voyez, c'est tous ces schémas-là qui se construisent et qui se matérialisent à un moment donné. Et toutes les situations qui arrivent vers nous viennent de tous ces schémas intérieurs chez nous. Quelqu'un qui a toujours peur rencontrera des situations qui font peur. Et après, on va fuir ces situations, mais quand on fuit, on dirait que les situations nous poursuivent. Quand je parlais de s'adapter, c'est adapter avec les moyens qu'on a par rapport aux besoins des autres. Si on voit que la personne qui vous demande de travailler plus, elle a besoin d'argent. Sa fixation, c'est que voilà, il faut faire plus de chiffres. Dans un travail, c'est souvent comme ça. Les patrons, jamais on verra un patron dire le bien-être de mes employés, c'est au-dessus de tout. Si vous êtes patron, il faudrait y réfléchir. Donc, je pense que dans des états comme ça, soit on suit le système. Est-ce que quelqu'un qui suit un système dit « je m'adapte au système » ? Non, non. C'est pas pareil. Quand vous suivez un système, c'est que vous êtes prisonnier. Si vous voulez vous adapter au système, c'est que vous regardez si ce système-là a besoin de quelque chose. Si vous voyez l'ego, l'orgueil ou le désir-attachement de votre patron dans le matériel, dans l'argent, dans le pouvoir, vous savez. Donc vous devez vous adapter, pas dans son sens, vous adapter pour qu'il puisse, à un moment donné, comprendre sa posture. C'est-à-dire se reconnaître. C'est ça, s'adapter. Et c'est ça qui est difficile.
C'est pas je m'adapte dans le sens où on m'a dit de faire ça, je m'adapte. Non, il n'y a pas de sagesse. La sagesse nous amène à cette clarté, cette clairvoyance sur les processus des personnes, les états, les schémas des personnes. Et la question qu'on se pose, c'est comment je fais pour l'aider à éclairer lui intérieurement. C'est pas, je peux, il m'a dit de faire ça, je prends la décision de le faire, mais je sais pourquoi, parce que en le faisant, je sais comment je pourrais l'aider à se reconnecter. Et pas simplement dire il est content, peut-être je ne serai pas content. Je dis toujours, pour qu'une entreprise puisse grandir, évoluer, fleurir, etc., il faut qu'il y ait à l'intérieur de cette entreprise le parfum du bien-être. Le parfum du stress, de la pression. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein, mais pour moi, ça semble tellement logique qu'une entreprise continue à vivre si elle respire, comme nous respirons. Ça veut dire qu'il faut de l'espace. Et de l'espace, ça veut dire qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de tension. C'est de la logique. Et c'est comme ça que les entreprises fleurissent. Parce que celui qui est à la tête de la structure a compris le processus logique des choses. Et ça, il suffit juste de voir notre fonctionnement. Quand vous voulez respirer, il faut de l'espace. Une relation amoureuse, c'est pareil. Si c'est trop conditionné, ça va s'étouffer. Et en fait, on étouffe à cause de nos désirs. Et de nos peurs aussi. Donc il faut, avant de faire quoi que ce soit, de gérer une personne, de gérer une relation, de gérer une entreprise, de gérer des êtres humains, il faut voir déjà qu'est-ce qu'on a chez nous. Et ça semble tellement logique. Quand vous rentrez dans une relation, il ne faut pas rentrer parce que vous êtes aveuglé par l'amour. Il faut ouvrir les yeux pour dire, moi je veux quelque chose de stable, quelque chose de pérenne, quelque chose de solide, quelque chose de constructif. Et pour ça, il faut que l'autre en face soit en accord aussi. Donc pour que soit en accord, il faut juste discuter, poser les choses, expliquer votre perception des choses, puis voir si la personne, elle voudrait aussi évoluer dans ce sens. Rien n'est parfait. Nous sommes tous d'accord par rapport à ça. Mais rien n'est bloqué aussi. Donc tout peut évoluer, il y a toujours cette possibilité d'évolution, de changement. Et donc si nous voulons vraiment que les choses puissent évoluer, il faut que nous puissions changer. Et il n'y a que cette posture méditative qui va nous entraîner vers une compréhension de ce qu'il faut changer chez nous. Ce qui n'est pas utile pour nous. Quand vous êtes en colère, ce n'est pas utile pour vous. Mais vous pensez que c'est utile pour les autres, comme ça les autres pourront ne plus me faire ça, parce que j'aurais fait peur. Mais vous savez que vous avez perdu la bataille intérieurement, quand vous avez détruit votre équilibre. Vous savez que vous avez perdu la bataille. Donc il faut à un moment donné revenir sur cette essence de notre bien-être et dire, c'est ça qui est important chez moi, c'est mon bien-être avant tout. Mais quand vous dites c'est mon bien-être avant tout, il faut éviter de casser ce bien-être à cause d'une émotion. C'est un vrai entraînement intérieur. La voix est un entraînement intérieur. C'est aussi comme ça que quand on reconnaît mais on n'en fait rien, voilà, on n'avancera pas. On reconnaît mais on cherche à comprendre, mais on n'en fait rien non plus, donc on n'avancera pas, mais on a un peu avancé.
dans la compréhension. Vous voyez ? Donc, il faut voir quel outil utile vous allez utiliser pour vraiment démonter, déraciner. Et ça passe toujours par l'écoute, l'analyse et l'expérience. L'écoute, l'analyse et la vérification par l'expérience. Et ça ne s'arrête pas. Parce que quand on expérimente, ce n'est pas forcément tout de suite la bonne expérience. Et ce n'est pas forcément tout de suite la bonne analyse. Donc, il faudra aussi situer où est-ce que ça bug, en fait, dans notre manière de fonctionner. Une compréhension qui développe de la sagesse, c'est pas je comprends, j'ai de la sagesse. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de sagesse. Une vraie sagesse, une sagesse, en fait, quand on parle de sagesse, ici, c'est la sagesse ultime de ce phénomène-là, eh bien, on doit se mettre sous tous les angles, à tous les niveaux. C'est-à-dire, quand je comprends la logique, il faut se dire, est-ce que c'est mon ego qui comprend ou est-ce que c'est la vraie compréhension ? Vous voyez ? Parce que quand c'est l'ego qui comprend, c'est encore un concept, c'est encore une interprétation. Et c'est ça qui est dangereux. C'est parce que des fois, c'est à ce niveau-là qu'il faut s'exercer, mais on s'exerce au niveau en dessous. Et donc, en fin de compte, le bug, il est toujours là. C'est comme, prenez un bol, comme ça. Et ce bol est sale. D'accord ? Il y a beaucoup de saleté à l'intérieur. Prenez l'eau pure, vous mettez à l'intérieur. Est-ce que l'eau sera pure ? Ah. Mais celui qui va mettre l'eau à l'intérieur avec la pureté de l'eau, il va dire non, l'eau est pure. Il pense qu'il n'y a pas de bug dans ce bol. Pour lui, il n'a pas fait attention qu'au fond du bol, c'est sale. C'est pour ça, dans les enseignements du Bouddha, quand il parlait de mérite, alors quand on parle de mérite, les gens pensent bonne action. Quand on fait une bonne action, on génère des mérites. Alors c'est souvent ça qu'on entend dans la pratique. Bonne action, j'aide quelqu'un, mais je fais des choses bien dans ma vie. Est-ce que vous avez regardé le fond du bol ? C'est-à-dire intérieurement. Et c'est ça qui nous manque. C'est qu'on n'a pas encore nettoyé notre intérieur, qu'on va agir dans le monde. Donc, quand nous méditons, on regarde l'intérieur du bol pour voir si là, réellement, j'ai cette nature de qualité. À chaque action que vous générez, même une action mentale, verbale ou physique, regardez au fond de votre bol. C'est comme ça qu'on travaille dans la pratique. La pratique, c'est pas changer le monde extérieur, c'est se changer intérieurement. Changer intérieurement pour retrouver un bol qui est propre. C'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux de mérite, parce que vous avez les mérites dans le monde. Si vous générez des mérites dans le monde, vous recevez du monde les bonnes conditions. Mais voyez, il y a des personnes qui reçoivent des bonnes conditions dans le monde. Par exemple, si notre système fonctionne avec l'essence monétaire, l'argent, parce que notre système
fonctionne comme ça, c'est cette essence-là, eh bien les gens, quand ils ont fait ces types de mérites dans leur vie passée, aujourd'hui, ils ont beaucoup d'essence et beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas nettoyé l'intérieur. C'est pour ça qu'on peut avoir beaucoup d'argent et être avare, ou faire du mal aux autres, et considérer les autres plus bas que nous. C'est parce qu'intérieurement, on n'a pas lavé ce bol. On n'a fait que des actions extérieures. Donc ça, c'est le premier niveau de mérite. C'est compliqué. On vous donne quelque chose, c'est compliqué de donner ce qu'on vous a donné à quelqu'un d'autre tout de suite. Est-ce que vous le faites? On vous donne une voiture, vous donnez la voiture. Ah, la voiture, non. Ah, ça dépend, alors. Donc, ça passe aussi par le mental. Ah, ça passe par le mental va sélectionner. Ah, ce que j'utilise, c'est utile pour moi, donc je vais garder. Ce qui n'est pas utile, je vais peut-être donner. Moi, j'ai acheté un sandwich et... Oui. Voilà. En fait, tout dépend de ce qu'on a besoin, de ce qu'on n'a pas besoin, de comment on fonctionne et de la valeur qu'on y met. Enfin, il y a plein de choses. Mais si on ne passe pas par le mental, c'est-à-dire instantanément, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, les mérites, c'est un cycle. Mais nous, on arrête le cycle lorsqu'on a les fruits, on garde pour nous. On arrête le cycle. Et comme on arrête le cycle, eh bien, quand on aura utilisé tous les fruits, eh bien, il n'y a plus de fruits. Après, ça dépend aussi de la vitesse qu'on utilise de ces fruits. Parce que si vous prenez tous les fruits et vous mangez, eh bien, vous n'avez pas de fruits instantanément. Mais si vous vous dites, je vais prendre un par un, eh bien, ça dure un peu plus longtemps. Après, on peut aussi dire, ben, ce fruit-là, je vais replanter. Chez qui? Chez moi ou chez mon voisin? Parce que si je replante chez moi, ok, je génère, mais c'est chez moi. Mais si je replante chez mon voisin, il va être content. S'il est content, eh ben, il y a d'autres fruits qui vont générer derrière. C'est tout un système. Sur la voie de la pratique, on a besoin de bonnes conditions. Ça, il faut que ce soit ancré en nous. On ne peut pas pratiquer si on a des mauvaises conditions, et c'est impossible de pratiquer. Quelqu'un qui est pas bien, quelqu'un qui est malade, ne peut pas pratiquer. Si par exemple vous voulez faire des récitations aux autres, vocalement, mais si vous êtes muet, comment vous faites? Vous ne pouvez pas. Donc, il y a quand même des conditions qu'il faut avoir pour générer correctement les mérites. C'est pour ça qu'on a besoin de bonnes conditions. Et pour avoir des bonnes conditions, il faut les conditions extérieures. Que si nous renaissons en tant qu'être humain, ça veut dire avec ce corps physique, cette chair, ce corps a besoin de consommer, de rester en bonne santé pour pouvoir aider les autres, être au service des autres. Donc on doit générer une bonne santé pour ce corps. Et pour ça, il faut des mérites. La santé, c'est pas comme ça. Ceux qui sont en bonne santé, ils ont généré énormément de mérites sur le corps. Un vis-à-vis des êtres vivants, des animaux, des êtres humains. Donc ils ont généré une ouverture d'esprit sur la santé des êtres. Et donc ils génèrent l'extérieur sur cette santé physique, et forcément, il y a un retour de ces conditions. Donc, les mérites du monde restera au monde. C'est pour ça, des fois,
peut être dans cette vie, on dira dans les sphères du monde céleste, des sphères très hautes, et puis à un moment donné, on retombe. C'est parce qu'il y a un manque, enfin, il y a une consommation irréfléchie des mérites, mais de manière perso. Et donc on retombe et on va subir à ce moment-là le retour, c'est-à-dire sur les états de souffrance. Et c'est comme si vous cachez les arbres de mérite. Derrière, il y a d'autres types d'arbres qui sont des arbres de souffrance. Et donc vous plantez les mérites, donc ça génère aujourd'hui ici. Vous allez cueillir, vous mangez. Et après, quand vous aurez plus, eh bien c'est les autres types de fruits qui vont tomber. Tandis qu'il y a des personnes qui vont planter les arbres de mérite derrière les arbres de souffrance. Donc ils font des bonnes actions, ils génèrent ça derrière ces arbres-là, mais ils se demandent, mais pourquoi je souffre tout le temps? Pourquoi je fais des bonnes choses aux autres et il m'arrive que des choses qui me font souffrir? Forcément, quand vous générez les arbres de mérite, vous générez derrière. Donc vous allez juste cueillir la souffrance de ces types d'arbres-là avant de cueillir les mérites. Où il y en a qui vont grainer des mérites, sauf qu'ils sont impatients. Donc il y a des premiers fruits de mérite, et hop, hop, ils vont secouer l'arbre pour que ces fruits puissent tomber. Et ces fruits ne sont pas mûrs. Ils vont les cueillir, ils vont les utiliser. Il y a des types de situations comme ça dans la vie. Donc, vivre, c'est pas pour générer des mérites pour soi. Nous, on le fait pour nous. Alors, si on fait pour nous, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais faites attention, quand vous aurez plus d'argent, eh bien vous allez retomber dans la pauvreté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui font des actions. Des intérêts. Donc c'est le même type de système, vous voyez, le système karmique, le système de mérite, c'est le système qu'on renvoie dans le monde, dans notre système. Et les mérites dans la pratique du bouddhisme, ce ne sont pas ces mérites uniquement. Alors, les termes sont différents dans le terme qu'on utilise dans les enseignements, mais le terme français, c'est que mérite, il n'y a que ce terme-là. Mais dans le vocabulaire en fait, de l'enseignement du Bouddha, il y a des termes différents. On dit que les mérites qui est utilisé dans notre langage, dans le bouddhisme, ce sont des mérites qui sont à travers la bonté dans le monde. Quand vous êtes bon dans le monde, vous générez des mérites dans le monde. Et c'est les mérites mondains. C'est-à-dire vous recevez du monde tout ce que vous avez généré. Et parfois, vous générez des choses où ça arrive en abondance. Parce que des fois, les gens, ils reçoivent beaucoup d'argent sans rien faire. C'est de l'abondance. Ou la nourriture, ou du matériel, etc. Quand la bonté que vous générez vient de l'intérieur, alors, la bonté vers l'extérieur et la bonté vers l'intérieur. Et la bonté vers l'intérieur, c'est la bonté liée aux qualités intérieures, c'est-à-dire à la pratique intérieure. Donc ça, c'est une gestion de mérite dans les pratiques. Et c'est cette gestion de mérite dans les pratiques qui nous aide à développer la sagesse et à comprendre comment utiliser correctement les mérites.
C'est comme ça que quand on a les mérites, eh ben on redonne. On redonne sans arrêt nos mérites aux autres. En fin de compte, ça s'enclenche, le cycle continue à vivre. Mais on ne doit pas être prisonnier des mérites. On ne doit pas être prisonnier en fait du cycle des mérites. Pourquoi ? Parce que ces mérites-là sont encore liés au monde et au samsara. C'est pour ça, à un moment donné, on doit se libérer de tous les mérites qu'on génère, même au niveau de notre pratique. D'où, dans le bouddhisme, il y a ce système de dédicace. C'est ça, c'est ce qu'on Voilà, où on renvoie tous les mérites de pratique générés pendant ce moment. Ben, on renvoie, on redonne au monde, on redonne à la nature, on redonne aux êtres, et on ne garde rien. Et ça, c'est dans le système du lâcher-prise. Hein, et c'est pour ça que un pratiquant et ceux qui prennent la voie du bodhisattva, hein, c'est ce que j'ai expliqué donc samedi dernier, la voie du bodhisattva, ceux qui prennent la voie du bodhisattva doivent vraiment comprendre ça. Et vous avez, ça c'est les deux mérites, et deux types de mérites. Mais vous avez une autre forme de mérite qu'on génère de manière beaucoup plus profonde ici, hein, dans toutes ces conditions de pratique, c'est ce qu'on appelle les mérites générés par les qualités pour aider les êtres à se connecter à la voie de l'éveil. Les mérites du monde, c'est simplement, il a faim, je lui donne à manger, il a besoin d'un taxi, ben je vais faire le taxi, il a besoin de déménager, je vais l'aider à déménager. Ça sont les mérites du monde. Vous voyez déjà, quand on génère ces types d'actions, eh bien, vous voyez tout de suite ce qui est renvoyé pour vous. Quand vous êtes serviable, quand vous êtes toujours au service des autres, quand vous êtes dans cette activité de mérite dans le monde, eh bien, il y a parfois des retours de ces fruits-là, instantanément. Donc, quand on est sur la voie du bodhisattva, on recadre nos mérites dans cette activité d'aider les êtres à s'éveiller. Donc, on doit garder à l'esprit qu'on n'est plus ces êtres-là et que nous sommes même plus nous-mêmes. Et c'est ça qui est compliqué. Hein, c'est pour ça qu'on dit le premier paramita sur la générosité et les mérites à 99% sont générés par la générosité, par le don, ouais, vous voyez, ou donner. En fait, on dit je donne mon temps, mon énergie. On est au-delà de ce niveau profond. En fait, on ne donne rien du tout. C'est juste la gestion, tout simplement, des qualités du bodhisattva. Les qualités du bodhisattva vont aller agir, recadrer, aider les êtres. Il y a juste cette qualité. Mais l'espace et le temps, et même l'énergie qu'on déploie, n'existent plus pour nous. Et ça, c'est la voie du bodhisattva. Mais si on ne parle pas de cette voie du bodhisattva, le niveau de mérite sur le travail qu'on fait chez nous pour retrouver cette propreté intérieure, c'est déjà un certain niveau de mérite. Grâce à ces mérites, on peut se reconnecter à la pratique de la voie. Les mérites intermédiaires, c'est le travail en nous pour appliquer les qualités dans les actions de mérite du monde. D'accord. C'est ici vers l'extérieur. Et je ne parle pas de la voie du bodhisattva. Donc vous pouvez faire des choses
animé de bonté, animé de bienveillance, animé de compassion dans le monde. Mais si vous ne faites pas ce travail chez vous, eh bien vous n'aurez pas suffisamment de bonnes conditions pour pratiquer. Les personnes qui veulent pratiquer et que vous êtes perturbés, par exemple, par ce qui se passe, par vous-même aussi, par vos émotions, etc., c'est qu'il y a un manque de mérite intérieur. Il y a des mérites extérieurs, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la pauvreté, vous n'êtes pas sans abri, vous êtes dans des bonnes conditions de vie. Sauf que ces conditions-là, parfois, on ne les utilise pas pour progresser. On les utilise pour nous. Donc c'est ça aussi qui va générer à un moment donné une forme de pauvreté intérieure. Et quand on a cette pauvreté intérieure, eh bien, on n'a plus les conditions pour construire quelque chose sur la voie de l'éveil. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas oublier ce côté-là, pour ça qu'on a besoin de vraiment changer notre intérieur. Quelqu'un qui est heureux, il va faire des bonnes actions. Mais il n'a pas fini de gérer ses émotions, de changer ces types de schémas. Donc, il y a, à un moment donné, il y aura un manque. Donc, il faut à un moment donné, voilà, être clair par rapport à ça. Nous, quand on pratique la voie du bouddhisme, on ne dit pas que je vais pratiquer pour être bien tout le temps. Et on voit, et je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont cette expérience-là, quand vous prenez refuge, et des fois tout vous tombe sur la tête. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ou quand vous prenez la voie du bodhisattva, vous ne savez pas pourquoi, est-ce qu'il y a tellement d'êtres qui viennent, qui vous perturbent. Et c'est comme ça. Quand vous ouvrez la porte, forcément, tout le monde va arriver. C'est logique, ça. Et tout le monde, ce n'est pas simplement des personnes qui sont bien avec vous, qui sont bienveillants. C'est tout le monde, ça veut dire, c'est tous les êtres, quel que soit le type d'être et leur type de schéma. Et si vous n'êtes pas entraîné, eh ben vous serez dégoûté. Ah, la voie du bodhisattva, pourquoi je l'ai pris? Et les bonnes actions sont des actions qui ne créent pas de souffrance chez nous et chez les autres. Si par exemple on fait une bonne action pour nous, on dit il n'y a personne, il n'y a pas d'être autour de moi, je vais faire une bonne action pour moi, je vais acheter un bon gâteau. Ah bon, c'est un exemple un peu bateau, mais c'est juste pour vous expliquer que quand nous faisons une bonne action, il y a une pensée vers les êtres. Une bonne action, il y a déjà un flux de pensée pour le bien des êtres. C'est ça, déjà, qu'on devrait avoir en nous, et pas « Ah ben, je suis heureux de faire des bonnes actions ». Et quand vous dites « je suis heureux de faire des bonnes actions », il n'y a pas ce sens de mérite derrière. Il y a le sens de bonne action, point. Mais je suis heureux, c'est moi. Donc il faut faire attention. Une bonne action, c'est une action qui n'est pas liée à l'ego, qui n'est pas liée à la souffrance, qui est liée à l'altruisme, enfin, tourner vers les êtres. Quand vous faites cette action-là, et cette action, c'est une graine que vous posez, et ça va grandir si vous continuez d'arroser. Vous posez la graine, si vous n'arrosez pas, il n'y aura pas de fruits. Donc, vous allez arroser, ça veut dire toujours cette direction vers les êtres. Ce n'est pas forcément une action physique. Des fois, vous pensez aux êtres. J'étais, des funérailles, j'ai vu la famille pleurer et tout. Ça m'a fait quelque chose, donc je vais faire des souhaits pour ces êtres-là. Ce n'est pas forcément une action physique, mais si vous faites une action physique, ce sera une activité déjà proche du bodhisattva.
Le bodhisattva ne reste pas à méditer et à faire des souhaits. Le bodhisattva, c'est un être actif. Il n'est pas dans la compassion passive. C'est une compassion active. Donc, quand vous générez, il y aura des fruits, et ces fruits seront bons. Vous pouvez goûter, et vous pouvez aussi donner aux autres. Et on parle de bonnes conditions. Les mérites, ce sont des conditions qui vous aident à être bien, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce bien-être-là ? Vous pouvez donner des connaissances, dire des phrases. Les grands mérites, c'est lié au dharma, évidemment. C'est-à-dire, vous comprenez des choses, voilà, l'enseignement, vous savez que c'est utile pour la personne, eh bien vous allez expliquer ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris, vous allez expliquer. Ça, c'est des mérites immenses. Quand ça touche la sagesse, c'est de la lumière partout. Vous voyez, c'est comme si vous donnez juste ça à cette personne, vous pourrez dire, bah là j'ai généré des mérites, ou bien dit j'ai fait une bonne action. Mais c'est que pour la personne. Mais quand vous transmettez quelque chose qui fait réfléchir plein de gens au même instant, c'est pas uniquement pour les personnes. C'est pour ça que quand on fait la dédicace, on fait pour tous les êtres. Parce que à ce moment-là, on n'a pas à dire pour Paul, Jacques, je vais faire la dédicace. Mais on peut le faire aussi. Quand vous avez des personnes qui sont vraiment en souffrance, eh bien, on pourrait faire une pratique. Vous dites, je fais une pratique pour ces êtres-là. Et donc, vous allez, à ce moment-là, faire la dédicace pour cette personne. Je pense qu'il n'y a pas de règles au niveau de la mise en place des mérites, mais juste faire attention, déjà, notre état, le sens qu'on voudrait donner à ces actions, l'utilité de ces actions-là, par rapport aux besoins des êtres. Donc il faut tous ces points-là qu'on check, et après on verra ce que ça peut apporter. Mais ça peut être très compliqué d'agir vraiment correctement en lien avec l'enseignement. Non, c'est pour tous les êtres, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas... oui, tout le monde peut. Donnez-nous des possibilités. Il faut juste se dire, tout est possible. Je vais me donner les possibilités de le faire. Voilà, à chaque fois, c'est pour ça qu'il dit, le matin vous réveillez, vous pourrez vous dire déjà avec une bonne intention, qu'est-ce que je peux faire de bien aujourd'hui aux êtres ? Juste dans la journée, qu'est-ce que je peux faire de bien ? Même si vous n'avez rien fait de particulier, c'est pas grave. Vous avez cette ouverture au réveil. Voilà, si vous lancez un challenge, je ne vais pas m'énerver parce que mon patron m'a dit il faut que je reste jusqu'à 22h. Dire 5 fois l'amour dans la journée. Oui. C'est l'ouverture du cœur, en fait. Oui, tout à fait, totalement. Pour tous les êtres. Oui, tout à fait, tout à fait. Le cœur, lui, il ne fait pas la différence dans quoi que ce soit. Il n'est pas limité en qualité. Il est juste ouvert et tout se chemine à travers son flux. Mais c'est le sens même de la bodhicitta. La bodhicitta, c'est cet espace, cet esprit d'éveil qu'on voudrait pour tous les êtres. Vous serez content s'il y a un être qui voudrait vous aider à vous éveiller. Donc il y a des êtres qui seront contents que vous puissiez aussi le faire pour eux. Parce qu'il y a des êtres comme les Bouddhas, les Bodhisattvas, ont su manier tous ces outils pour nous aider aussi à s'éveiller. Donc ça ne s'arrête pas qu'à notre frontière. Ça doit
continuer à vivre, faire vivre cette nature d'éveil, faire vivre cette nature d'amour inconditionnel, voire la compassion. C'est ce que le monde a besoin. Nous ne devons pas nous arrêter à nous-mêmes. C'est pour ça que la gestion des mérites est une des conditions favorables et utiles, non pas uniquement pour l'éveil, mais pour l'équilibre dans le monde. Vous imaginez avoir un potager, faire des légumes pour vos voisins. Vous plantez les légumes, vous donnez tous les jours à votre voisin vos légumes. C'est un vrai exemple. C'est un exemple que vous montrez que c'est possible, que la vie a besoin de ces ouvertures. Nous, on peut faire à notre niveau. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. On n'a pas l'aura d'un Bouddha, on n'a pas la capacité d'agir d'un bodhisattva, on n'a pas la sagesse des grands maîtres. C'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est montrer que c'est possible. Montrer aux autres que c'est possible. Ces types d'actions, ces types de graines, montrer que c'est possible. Mais pour ça, il faut qu'on soit, nous, dans une posture. Et la posture, elle nous maintient. Les échecs, les réussites, c'est pas important. C'est vrai que qu'on réussisse, ça nous encourage à continuer. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est là. Quand vous méditez, quand vous parlez, vous devez toujours vous dire c'est utile ou non. Si c'est pas utile, ne dites rien. Ne faites rien. Parce que les êtres n'ont pas encore soit cette ouverture, soit ils n'ont pas encore besoin. Donc vous laissez. Mais vous savez que vous avez la possibilité d'avoir ces outils et de pouvoir donner la transmission de ces outils. J'étais à un moment donné convié, je pense que ça peut répondre à cette question, à un dialogue interreligieux avec d'autres personnes de différentes confessions. Le thème, c'était sur la sacralité, je crois, et la paix. Bon, c'est un thème assez classique. Alors, c'est chacun passait, et puis on donnait notre point de vue sur ça. Je disais même pas que j'étais bouddhiste, quoi que ce soit. J'ai dit, quel est le besoin actuel dans le monde ? Sur est-ce qu'on a besoin pour nous, pour vivre ensemble. Donc ensemble, ça veut dire vivre toujours dans un état de compréhension mutuelle, de respect, de tolérance, d'harmonie auprès des relations. J'ai juste posé une question. Comment doit-on faire ? J'ai juste posé cette question qui est très simple. C'est-à-dire, nous, vis-à-vis des autres, comment doit-on se comporter ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse se comprendre et vivre ensemble ? Et ça, je pense que ça touche tous les êtres, et ça nous touche nous-mêmes lorsque notre corps est cohabité. On cohabite avec un être ici. Et comment on fait pour maintenir l'équilibre et la paix ensemble ? Alors, personne qui répond. Alors moi, c'est là où j'ai donné mon point de vue bouddhiste sans dire que c'est un point de vue bouddhiste. J'ai juste amené les choses de manière très logique. J'ai dit, voilà, il faut juste savoir s'écouter. Voilà. Accorder la différence.
Et le mot accord, c'est un mot qui est musical, et ben, ça permet d'harmoniser. Et c'est tout. On n'a pas besoin aussi de tout prendre le bouddhisme, définir ce que c'est, ou donner des directions. Parce que le sens qu'on donne au bouddhisme, c'est un sens humain, avant tout. On peut parler de psychologie, on peut parler de sagesse, on peut parler d'autres choses du bouddhisme, on peut parler de rituels. Ça peut choquer, ça peut mettre les gens mal à l'aise parce que aussi ils voient qu'ils ne sont pas du tout comme nous. Ils voient que notre logique est une logique scientifique et démonstrative et que eux, c'est lié à une croyance qui n'est pas forcément logique. Ils peuvent être déstabilisés par rapport à ça. Mais notre recul, notre prise de conscience de ces différences et de ce qu'on en voit, ce n'est pas utile pour construire ensemble les choses. C'est comme un sourire, c'est universel. C'est un langage universel, un sourire. Parfois, vous rentrez dans la salle et vous souriez simplement. Et ça donne un vrai message de bien-être. Et c'est vrai, si on nous pose une question, nous, on devrait doser, et pas envoyer, juste doser sur ce qui est utile lorsqu'on va dire, de notre point de vue bouddhiste, en tant que pratiquant bouddhiste, vis-à-vis du bien-être. En fait, la base du bouddhisme, c'est le bien-être, c'est le calme, c'est l'équilibre, c'est la stabilité et c'est l'ouverture. Si on prend ça comme base de pratique, lorsqu'on va parler, on va parler de cette base. Et cette base touche tous les êtres. Elle ne touche pas uniquement les bouddhistes. Même si on va parler de la méditation, juste un outil. Les autres ne méditent pas, très bien. Ben, on ne va pas parler de méditation. On va parler de ce sens intérieur qui nous anime lorsqu'on médite. Et ça donnera cette connexion, cette réflexion. Et en même temps, ça rassure. Parce que quand on parle de bien-être, ben, ça rassure tout le monde. Et ça fait peur à personne. Parce qu'on a la même motivation. C'est la motivation d'être heureux. C'est pour ça que quand on génère des mérites du monde, on génère un état de bonheur temporaire. Et ce bonheur-là, ce n'est pas un bonheur qui est pur. C'est un bonheur qui est conditionné par les mérites. Tandis que si nous faisons ce ménage en nous, c'est-à-dire laver notre intérieur, ce ménage-là, la nature même du bonheur intérieur se reflète instantanément. Et ce bonheur-là, il n'est pas temporaire. Il n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Il est généré parce qu'on a les bonnes conditions pour faire le ménage. C'est-à-dire quand on génère les mérites intérieurs, eh bien, le Bouddha il va nous donner un balai. Voilà, une pelle. Parce qu'on ne va pas envoyer chez notre voisin. Il va nous donner ces conditions-là. Il va nous apprendre à balayer. Et quand vous aurez fait ce travail, eh bien, vous retrouvez la propreté chez vous. C'est pour ça, le bouddhisme, il peut être très direct, dans le sens très sectaire, très rituel, très cérémonie. Nous, à quel niveau on se place par rapport aux besoins de la personne est la question qui est posée. Il faut parler de ce qui est universel et ce qui n'est pas limité au niveau des concepts. Ce qui est universel, c'est la liberté, par exemple, quand vous parlez de la liberté. Après, il faut comprendre le sens profond de ce terme-là. Quand vous parlez de liberté, les gens ont tout de suite l'étiquette de liberté extérieure. Mais quand on parle de liberté, on parle de liberté intérieure, donc du lâcher-prise. Donc il y a des notions comme ça qu'il faut apprendre, nous, vraiment à intégrer pour pouvoir expliquer
hein, pas forcément expliquer, mais échanger. Quand quelqu'un nous pose la question, mais pourquoi tu es toujours plein d'ouverture, plein d'écoute, toujours zen, toujours souriant, avant tu n'étais pas comme ça. Donc les gens peuvent se poser des questions, et ça c'est une forme d'ouverture. Les questions, c'est l'ouverture. Donc quand ils posent des questions, c'est que le Bodhisattva est là à dire bientôt. Bientôt, il y a l'ouverture. Donc, bientôt, je vais être présent pour expliquer. Vous voyez, donc, vous êtes dans cette écoute, mais ce n'est pas l'envie de dire oh, eh ben, je vais tout de suite lui expliquer. Non, le Bodhisattva est toujours dans l'attention et il sait exactement quand est-ce on va le faire. Quand ce sera le moment, parce qu'il sait c'est le moment. Mais pour ça, il faut avoir l'attention. Cette attention vraiment d'écoute. Et c'est grâce à cette attention d'écoute que les choses, petit à petit, vous voyez, c'est comme un enfant, vous avez un enfant, c'est un nouveau-né, après 6 mois, il n'y a pas trop de changement, il y a du changement, mais vous ne voyez pas trop. Mais une personne qui voit à sa naissance et après 6 mois, elle dit qu'est-ce qu'il a changé? Vous voyez, c'est pareil. Mais là, c'est une attention qui est très précise. C'est que vous êtes dans l'instantané et vous devez voir les petits changements. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, en fin de compte. Et je pense que notre pratique méditative nous aide aussi, à un moment donné, à garder cette attention sur l'instant. Et c'est ça aussi le fruit de la pratique méditative. La pleine conscience, c'est ce qu'on appelle samatha, hein, c'est le calme mental. Après, vous avez vipassana, qui est la vision profonde, la méditation analytique. Donc, vous allez passer d'un niveau à un autre, mais avant de passer à l'autre niveau, il faut déjà valider le premier niveau. C'est parce qu'on ne peut pas sauter plusieurs marches tant qu'on n'a pas avancé d'une marche. Et des fois, on a cette envie d'aller vite aussi. Et on n'a pas vu que les deux se font aussi ensemble. Vous voyez, parfois, nous, on a trop de concepts de marche aussi, mais des fois, on a besoin des deux. Comme l'attention et la conscience, l'un a besoin de l'autre. Des fois, l'autre est avant, et des fois, l'autre est après. Des fois, la conscience passe avant l'attention, des fois, c'est l'attention qui passe avant. Mais nous, on n'a pas cette précision de fonctionnement chez nous, et on pense que l'attention est toujours là, après la conscience se connecte derrière et voit. Mais à un moment donné, la conscience, elle n'a plus besoin d'attention. Elle est là. Et donc, il y a plusieurs manières d'échanger. Il faut juste que face à ces personnes-là, peut-être que vous allez ressentir qu'il y a un manque d'ouverture, hein, que vous allez sentir que la question, elle est un peu peut-être piégeuse, hein, des fois aussi, et donc vous allez être beaucoup plus subtil, plus habile dans votre manière de dire. C'est pas cacher le bouddhisme, c'est pas mentir, hein, bien entendu, hein. C'est aborder le bouddhisme sous un autre angle. C'est changer d'angle parce que ces personnes voient sous cet angle-là, eh bien, je vais prendre cet angle-là pour pouvoir échanger. Alors, je vais juste vous donner quelques points, je pense, utiles pour gérer les mérites. On parle beaucoup de mérites, mais je vais vous donner quelques façons. Donc, tout d'abord, il faut la qualité de la générosité. En fait, dans tous les enseignements du Bouddha, il y a cette qualité qui est en pole position. D'accord ? Là, la générosité.
Dans la générosité, à plusieurs reprises déjà, vous avez entendu cette qualité et la manière de donner, d'accord, ou l'objet aussi, d'accord, c'est-à-dire soit matériel, soit corporel, soit énergétique, soit verbal, soit émotionnel, psychologique. Donc, selon les niveaux, soit ça reste au monde, soit ça reste dans l'éveil. D'accord ? Donc, votre manière, voilà, de donner, vous pouvez donner un bout de pain à un enfant, ça peut rester comme ça. D'accord ? Mais vous pouvez donner ce bout de pain et lui apprendre à faire à manger. Donc, ça va un peu plus loin. Donc, l'objectif de la générosité, c'est de libérer les êtres de la souffrance par eux-mêmes. C'est par eux-mêmes. Je libère en donnant ce bout de pain, mais je ne l'ai pas libéré de la souffrance complètement. Parce qu'il ne sait pas cuisiner. Donc je vais lui apprendre à cuisiner. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'a rien pour cuisiner. Donc je vais lui apprendre à planter des légumes. Vous voyez, il y a des étapes comme ça qu'il faut avoir avant de générer quoi que ce soit. Et l'intention, c'est-à-dire la direction que vous allez donner à cette action-là. Est-ce que ça s'arrête là ou ça va beaucoup plus loin? D'accord? Donc, regardez, quand vous le faites, sur tous les niveaux, que ce soit ici ou physique. D'accord. Donc, regardez où est-ce que vous voulez amener cette action. C'est pour ça qu'on a besoin de comprendre l'impact, c'est-à-dire la qualité qui se trouve ici, le besoin qui se trouve là-bas, la sagesse sur la manière et l'habileté de la manière, et l'impact de cette action sur la personne et sur la profondeur qu'elle aura à ce moment-là. Peut-être qu'elle va développer la qualité de générosité à son tour. Vous voyez, c'est dans ces étapes qu'on doit analyser avant de générer les mérites. Parce que les mérites qui s'arrêtent là, ce sont des mérites superficiels. Donc, si vous voulez aller plus loin, il faut agir avec cette conscience, avec cette profondeur, avec cette clarté sur l'impact. Et le faire par vous-même, et pas demander à quelqu'un de le faire à votre place. C'est toujours le bodhisattva, toujours par lui-même. Et on ne demande pas à quelqu'un d'autre. Et vos activités se déploient de cette manière. Vous avez besoin pour les autres. En fait, votre besoin n'est pas personnel, mais un besoin altruiste. Vous avez besoin des autres pour maintenir la générosité. Ce n'est plus les autres qui mendient, mais c'est vous qui mendiez. C'est vous qui allez mendier. Parce que les autres, ce sont des conditions pour que vous puissiez évoluer et progresser. Vous voyez, c'est plus la même perception. On n'est plus comme ça. Et c'est là où il y a le sens de la pratique. Et le bodhisattva agissent, savent que les autres, c'est un bel enseignement pour lui. C'est pour ça que quand on enseigne, on apprend. Et quand on apprend,
on comprend. Et comprend, on enseigne. En fin de compte, c'est un cycle. Et donc on a vraiment besoin des autres. Ce n'est pas les autres qui ont besoin de nous. Et c'est la perception, en fait, du bodhisattva. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on n'est plus dans une posture qui est sous une étiquette. En tant que personne, en tant que bodhisattva, en tant que bouddhiste, on n'est plus dans cette posture. Et c'est à partir de ce moment où les mérites s'enclenchent. Si vous avez un mauvais karma, si vous générez des mérites, vous allez entraîner ce karma dans cette gestion des mérites. Donc ce n'est pas que l'apparence, c'est ce qu'il y a au fond de nous. Et on peut faire des choses bien, mais intérieurement, on se dit, je pourrais profiter de la personne ou de la situation. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Vraiment prendre conscience de ces types de mécanismes qu'on parfois on oublie et on doit se ressaisir. Et c'est comme ça que les choses peuvent fonctionner. Donc c'est cette structure qu'il faudra s'imprégner, se rappeler, pour qu'on puisse derrière mettre en place ce qu'il faut. Vincent, Oui. dans la structure que tu exposes, là, donc à un moment, c'est acceptation et lâcher prise aussi. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus de ces notions-là. En fait, ces notions sont utilisées dans nos pratiques parce qu'il y a un besoin à ce moment-là d'utiliser ces notions pour renverser. Mais celui qui est libre et n'est pas lié à l'attachement, il n'a plus besoin de lâcher prise, ni d'accepter, parce qu'il est toujours dans la patience. Celui qui est rempli de patience, il n'est plus dans l'acceptation. Oui, c'est comme ça. En fait. C'est tellement naturel chez lui que ça traverse. Comme je dis toujours, le lâcher-prise, beaucoup pensent que c'est compliqué. De dire je vais pratiquer le lâcher-prise, c'est compliqué. Mais si vraiment vous voulez voir si c'est compliqué, regardez, quand vous promenez dans la rue et vous voyez quelqu'un qui vous croise, vous lâchez bien prise de la personne. Vous lâchez sans arrêt prise. C'est vrai. Mais quand on parle de lâcher prise, vous faites une fixation sur vos attachements. C'est ça. Et c'est là où vous dites c'est compliqué. Parce qu'il y a trop de nœuds. Mais compliqué parce que vous n'avez pas le temps. Parce que vous êtes impatient. Alors c'est compliqué. Faut défaire le mot compliqué aussi. Quand on dit c'est compliqué, c'est que ça prend trop de temps. Je comprends rien de ce que c'est. Donc, le lâcher-prise, on le fait naturellement, tous les jours. Mais on doit se rapprocher sur ce lâcher-prise naturel dans nos pratiques et pas faire des fixations sur des points d'attachement. Et c'est ça qui donne du sens. Vous voyez un oiseau voler, vous n'êtes pas dans l'attachement. Il vole, il vous traverse et c'est fini. Ce qui est compliqué, c'est de lâcher ce qu'on ne peut pas lâcher, en fait. Parce que tout le reste, on le lâche. C'est pour ça que la première des questions qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut réellement lâcher cette personne? Et il faut respecter la réponse qu'on se donne. Vous
dites, ben non, je ne veux pas lâcher mon mari. C'est pour ça qu'il est compliqué. En fait, finalement, si on le lâche, c'est pas compliqué. Je sais pas, j'ai pas de mari. Donc... Mais je pense que c'est ça, c'est dire, bah, est-ce que je vais lâcher ce bol? C'est ma vie, c'est ce que j'ai, c'est voilà. Si je veux pas, bah, faut que je le garde. Mais je lâche. En fait, si je veux pas lâcher ce bol, très bien. Mais je lâche cette idée de pas lâcher. J'accepte l'idée de ne pas le lâcher. Oui, le lâcher prise, il se fait tout le temps. C'est pour ça que quand on médite, le niveau de conscience, il va monter, 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 parce que plus il monte, et plus, moins on est attrapé par nos concepts. C'est ça que quand vous avez mal, une douleur, vous bougez, vous changez de posture, très bien, gardez cette conscience dans vos mouvements. Hein, je vais changer de posture. Écoutez-vous, prenez conscience que vous allez vous dire, je vais changer de mouvement. Et vous prenez conscience des mouvements que vous faites pour changer votre posture. Et là, vous continuez à méditer. En fin de compte, on lâche tout le temps. Tout le temps. C'est parce qu'on est trop au niveau le plus bas du lâcher-prise. C'est pour ça que c'est compliqué avec les éléments qu'on ne veut pas lâcher. Ça, je dis souvent, soyez d'accord que vous n'êtes pas d'accord. C'est que vous êtes en harmonie, parce que vous êtes d'accord. Mais revenez pas sur le désaccord, parce que vous êtes d'accord sur votre désaccord, donc ne revenez pas dessus. Revenez sur l'accord. Et c'est comme ça qu'on lâche, en fin de compte, ce concept de désaccord. Et tous les concepts qui animent vos émotions, c'est pareil. Vous êtes en colère, acceptez. Je suis en colère. Je suis d'accord que je suis en colère. Je suis d'accord que la personne me fait du mal. Et vous lâchez. C'est ça aussi qui nous manque en fait dans l'entraînement, c'est de revenir à l'essence de la méditation qui est la conscience. L'essence. C'est cette essence-là. Donc on parle du bouddhisme, on parle de l'essence du bouddhisme. Et tout ce qui se pose au-dessus du bouddhisme, ce sont que des moyens. Mais si on nous demande ce que c'est que le bouddhisme, parlez-moi du bouddhisme, on doit parler que de son essence. Et l'essence du bouddhisme, de l'enseignement du Bouddha, c'est la base de la racine de la souffrance vers la souffrance, jusqu'au chemin de la souffrance et vers l'extinction de la souffrance. Ça, c'est universel. C'est pour tout le monde. Donc, quand vous racontez l'histoire du bouddhisme, vous racontez l'histoire de la souffrance. Ok. On va s'arrêter là. On va faire la dédicace pour tous les êtres, donc par rapport à ces moments, ces conditions, ces pratiques, les mérites générés à ce moment-là. Donc on pense à nos amis, nos proches, et ceux qui sont dans la souffrance. On visualise toutes ces personnes et on envoie un rayonnement d'énergie qui apaise les souffrances. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous tous.